Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Benoît Perrin. Bonjour, directeur de Contribuables Associés. Bonjour à tous. Il y a du boulot pour les contribuables. Il y a surtout de quoi pleurer, oui. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, les retraites, les petites retraites vont être revalorisées. C'est ce qu'a annoncé Laurent Wauquiez. On va en parler dans un instant. Hier, François Monboisse, bonjour, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Sophie de Menton ne devrait pas tarder à arriver. Elle est chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Et Jonas Haddad, avocat. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler donc de cette annonce qui a été faite hier aux 20h par Laurent Wauquiez, qui n'est pas ministre. Donc on peut s'étonner de cette annonce qui a été faite par ce député. Il annonce que toutes les retraites seront revalorisées de la moitié de l'inflation au 1er janvier. On peut parler du choc des savoirs. Vous l'avez entendu dans les nouveaux, dans les journaux, avec un brevet des collèges obligatoire pour passer en seconde. Et puis également l'objectif de 15 000 places de prison qui ne sera pas atteint, faut-il s'en étonner. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, François. C'est un coup de projecteur plutôt. Oui, on a passé une semaine, la semaine dernière, sans vent. C'était la première semaine où il pleuvait pas depuis un an. Ouais. Et il n'y avait pas de vent, non seulement en France, mais en Europe du Nord. Et ça a des conséquences sur l'électricité. Parce qu'il faut rappeler que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Ah, c'est ballot. Non, ça. mais on en a besoin de le rappeler. Parce qu'en France, bon, c'est pas grave, le nucléaire a assuré. Mais en Allemagne, c'était la catastrophe. Donc l'Allemagne a utilisé toutes ses centrales à charbon, plus du gaz, a importé l'électricité nucléaire française. Et dans un monde rationnel, tout le monde devrait se rendre compte que le 100% renouvelable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et malgré tout, on a des objectifs européens de % de renouvelables et on a un contentieux en cours avec Bruxelles, qui n'est toujours pas réglé, d'une amende qu'on doit à Bruxelles parce qu'on a raté un objectif de % de renouvelables complètement ridicule. Et l'Europe vient de nommer un commissaire danois à l'énergie qui est anti-nucléaire, militant anti-nucléaire, qui a été approuvé par le Parlement. Et il y a un binôme, en fait, il y a une Espagnole aussi, dont le titre de gloire, c'est qu'elle a fermé les centrales nucléaires en Espagne. Donc on marche vraiment sur la tête avec le nucléaire en Europe, où Agnès Pannier-Runacher doit développer des efforts monstrueux pour fédérer tous les pays qui font du nucléaire. Mais enfin, que d'énergie dépensée inutilement là-dessus. C'est ridicule. Oui, c'est ça, c'est la force des lobbies, parce que le bon sens, effectivement... Et on a prévu, je crois, 10 grands parcs éoliens offshore en France. Et je vois pas ce qu'apporte un parc éolien que n'apporte pas un EPR. Ouais. Il y a aussi notre responsabilité, la responsabilité des politiques français dans une séquence vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux récemment. Dominique Voynet, qui a fait son grand retour en politique à l'Assemblée nationale, disait face caméra comment elle avait travesti la réalité lors de sommets européens, non pas pour valoriser la position européenne, mais pour valoriser sa position idéologique des Verts. Et en fait, ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont aucune responsabilité. Donc c'est-à-dire que quelqu'un face caméra vous explique qu'elle n'a pas défendu les intérêts de la France, mais les intérêts de sa vision sectaire, et il n'y a aucune conséquence. Enfin, si, il y a une conséquence, c'est que, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, eh bien, on se prend le charbon allemand depuis quelques jours, et je rappelle pour les auditeurs, alors on est sur Sud Radio, on n'est pas en région parisienne, mais on est quand même écouté en région parisienne, que le charbon allemand arrive jusqu'à Paris. Donc quand les usines à charbon fonctionnent très fort en Allemagne, c'est la qualité de l'air à Paris, et évidemment sur tout l'Est de la France, qui se dégrade. Voilà. Donc le résultat des politiques sectaires et écolos. Benoît, c'est encore la négation du réel, c'est-à-dire que vous avez le réel et vous avez l'idéologie d'un côté. Soit vous suivez votre idéologie et dans ce cas-là vous essayez de tordre le réel, mais enfin c'est quand même assez compliqué de tordre le réel. Soit vous adaptez votre idéologie ou votre corpus idéologique en tout cas à la réalité. Et là on voit bien que heureusement depuis quand même quelques années, on voit que le nucléaire était évidemment la solution la plus écolo en fait en quelque sorte, la plus performante et qui permettait aux Français d'avoir de l'énergie de manière abondante et pas chère. Sauf que le problème, c'est qu'on a perdu 15 ans. La vraie difficulté d'un certain nombre de responsables politiques, c'est qu'ils prennent des décisions qui engagent le pays et la croissance économique pour des années. Et là, on voit vraiment qu'on en paye les conséquences au moment, vous l'avez rappelé, où ils ne sont plus au pouvoir. C'est quand même tout à fait irresponsable. Sophie, sur le nucléaire. Ce qui est encore plus grave, c'est que on ment. Parce qu'il y a ceux qui se trompent,
et on peut accepter qu'on se trompe. Mais à ce moment-là, il pourrait rectifier assez rapidement. On peut imaginer qu'on se trompe. Mais on ment et c'est totalement impuni de mentir. On oublie complètement et on ment sur tous les sujets. Donc on est dans une période, enfin une époque où les fake news circulent par des réseaux. Et je crois que cette absence de vérité permanente est insupportable pour la société, pour la politique, pour le reste. C'est-à-dire, on a entendu Nicolas Sarkozy... Et pas de responsabilité. Oui, pas de responsabilité. On n'est jamais puni de mentir. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a fait... Moi, ça m'a enchanté il y a 2 jours. Il a dit, je vais vous dire la vérité, on bosse pas assez. Enfin, il a sorti des trucs qu'on dirait entre nous. Mais il va falloir sortir de cet engrenage du mensonge économique, du mensonge social, du mensonge écologique et du mensonge éducatif. Je suis entièrement d'accord. À propos de Trump, on parle beaucoup de fake news comme si c'était complètement nouveau, qu'à l'heure des réseaux sociaux et des fake news. Enfin, en 2012, on a quand même fait croire aux gens qu'on allait couper la moitié des centrales nucléaires et quelque part, c'était bon pour le climat. À l'époque, les 3/4 des gens pensaient qu'il fallait couper le nucléaire pour le climat. C'était un mensonge monstrueux. Oui, mais il y a, comme le dit Sophie, c'est pas nouveau les histoires des fake news. Il n'y a pas de responsabilité. Non, là, on parle de politique, on parle d'argent public qui est engagé, on parle de décisions qui visiblement n'ont pas été les bonnes et sur lesquelles on a menti. Pardon. Non, la sanction, c'est que Dominique Voynet a été élu député. Oui. Et petite note d'optimisme, et excusez-moi de faire mon normand de base, avec la réactivation récente d'un certain nombre de systèmes électronucléaires, notamment en Normandie, eh bien, en fait, pour la première fois, on recommence à pouvoir exporter de l'électricité. Qu'est-ce que c'est un système électronucléaire ? C'est la façon technique de dire nucléaire, en fait. Voilà. Pour être très nucléaire. Oui, c'est le terme scientifique, du coup. Mais je suis blonde. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, oui, évidemment, ça met 15 ans à se restaurer parce qu'on a des problèmes de ressources humaines. On a des problèmes de soudeurs, on a des problèmes des personnes qui s'occupent du carénage. Ça, c'est vrai. En revanche, dès que vous réactivez des centrales, ça assez rapidement, puisque c'est un marché qui est un marché sur lequel, comme une bourse en réalité, ça vous pourrez recommencer à vendre de l'électricité. Et comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, à la différence des éoliennes, on peut la stocker, l'électricité nucléaire, ce qui n'est pas le cas des éoliennes. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec ce choc des savoirs à l'école, énième réforme. Est-ce que ça va dans le bon sens, donc le brevet obligatoire pour passer en seconde? Sinon, hop, on est orienté, comme on disait à l'époque, orienté vers un CAP. Donc beaucoup de sujets avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec vous jusqu'à midi, avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, François Monboisse, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Jonas Haddad, avocat. On va avec vous évoquer donc cette annonce faite par Laurent Wauquiez hier soir aux 20h de TF1. Toutes les retraites seront revalorisées de la moitié de l'inflation au 1er janvier. On va revenir sur le choc des savoirs à l'école, à savoir faut-il un BEPC, enfin moi je dis BEPC, un brevet des collèges plus contraignant, à savoir il faudra l'obtention pour obtenir ce brevet pour pouvoir passer en seconde, et on parlera de nos prisons qui on nous avait promis 15 000 places supplémentaires et cet objectif ne sera pas atteint. On continue notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention, Sophie. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est un coup de projecteur. Un coup de projecteur. Non, c'est un coup de cœur pour d'abord l'Opéra de Paris et le ballet de l'Opéra de Paris qui est une merveille. Les petits rats, c'est mythique, c'est l'image de la France. On est excellent. Et c'est un coup de gueule parce que c'est à la mode. On a décidé de supprimer le concours, le fameux concours où arrivent les petits rats, toutes les étoiles, pour arriver à être soit première étoile, soit je ne sais plus quels sont tous les grades, mais il y a des coryphées, etc. Et là, ben voilà, c'est stressant. Non mais on rêve. C'est stressant. Et alors donc cette suppression du concours m'a interpellée d'abord. Ils vont certainement résoudre ça. De l'époque, oui, mais ils vont résoudre ça. C'est Benjamin Millepied qui est le directeur de la danse de l'opéra et qui est très bon. Mais les syndicats s'en sont mêlés. Est-ce qu'on a vraiment besoin de syndicats qui se mêlent de tout à l'opéra? J'en sais rien, peut-être. Mais je trouve ça en plus
complètement aberrant parce que il y a un retour du concours. Je sais pas si vous avez vu The Voice. Moi, j'adore The Voice à la télé. Je regarde The Voice Kids, est une merveille. Il y a les enfants qui sont là, qui ont envie de gagner, qui vous sortent les expressions toutes faites. Je vais tout donner. Qui disent ça fait rien si je perds. Et je pense que ce qui manque à notre pays justement, c'est cet esprit de compétition, c'est la concurrence. Et donc, c'est navrant de voir qu'à l'Opéra de Paris, alors qu'il y a ce superbe ballet, effectivement, elles sont stressées, heureusement. D'ailleurs, c'est l'adrénaline, c'est ce qui donne le talent aussi. Et donc, j'étais stupéfaite, ça fait une pleine page dans les journaux quand même. Ballet de l'Opéra de Paris, faut-il supprimer le concours? Alors, ma réponse est non. C'est vraiment le stress. Oui. Mais enfin, il y a probablement d'autres raisons. La revendication ne vient pas des jeunes d'abord. Encore tout fait tout flamme. Donc ils ont envie de se mesurer. Mais de la compagnie, depuis un certain temps, on trouve ça rétrograde. Martial est trop hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Benoît Perrin, ça vous... c'est assez symptomatique, je trouve. Non, mais d'un côté, on va nous dire que le brevet doit être justement. J'allais venir. Vous faites un peu la transition sur le sujet d'après. J'allais dire, là pour le coup, avec cette histoire de brevet, je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens. Et là, en fait, on reste sur des vieilles lunes de pas de sélection, pas de mérite, pas de responsabilité, pas d'éléments en fait pour se dépasser, pas de concurrence. Enfin bref, une espèce d'horizontalisation de la société qui me semble extrêmement néfaste parce qu'en fait, la France crève de beaucoup de choses et notamment d'un manque d'élite, y compris dans le ballet. Et Sophie a raison de remarquer que dans les grandes émissions populaires à la télé, les gens ont l'habitude de noter des concours, les top chefs aussi, les gens notent le meilleur pâtissier, et les gens aiment bien, les gens ont l'habitude, donc c'est complètement rétrograde. Le concours de l'Opéra à mon avis, de Paris c'est la fin du tsunami, mais ils sont en retard là. Moi, je trouve qu'on a un paradoxe progressiste. C'est ce que, souvenez-vous, comment les personnes de tous bords d'ailleurs s'éblouissaient de la manifestation des JO. Mais quand on s'éblouissait de la manifestation des JO, c'est parce que nous sommes excellents. On s'éblouissait pas devant les spectacles de street art. On s'éblouissait devant la France éternelle. On s'éblouissait pas devant des gens qui chantaient n'importe comment. On s'éblouissait devant des grandes voix. En fait, si vous voulez, c'est ça qui est le paradoxe incroyable de cette époque, c'est qu'on veut un nivellement par le bas, tout en gardant l'excellence française. Et ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ose des termes différents, c'est un peu un plébiscite permanent, l'excellence. C'est-à-dire que toujours, vous devez remettre sur le métier les nouveaux arrivants pour faire en sorte qu'ils soient excellents. Et là, en fait, on voudrait continuer à influencer le monde tout en baissant nous-mêmes notre propre degré d'exigence. Ça n'arrivera pas. C'est la même chose dans la gastronomie, c'est la même chose, vous voyez, en fait, dans tous les secteurs. Si la France rayonne, c'est parce qu'elle est excellente. Et d'ailleurs, c'est tellement juste que dans les entreprises, j'étais sidérée. Il y a longtemps déjà, il y a quelques années, j'avais deux secrétaires et il y en a une qui était géniale, qui était là le matin, qui avait des idées, qui partait tard. Je veux l'augmenter, pas l'autre. J'ai eu interdiction de l'augmenter parce qu'il y avait quelqu'un dans la boîte qui avait exactement le même poste, recruté. Je dis, mais il y en a une qui est très bonne, qui fait des... Non, vous n'avez pas le droit. Elles ont les mêmes qualifications. Ouais. C'est incroyable. Et à signaler que Sciences Po Paris, ça va pas bien, hein, on le savait déjà, mais les recruteurs s'inquiètent puisque le diplôme est dévalorisé. Les raisons, c'est Lucas Jakubowicz qui vient souvent sur ce plateau qui tweet cette information. Peu de connaissances du monde de l'entreprise, manque d'ouverture d'esprit, profil dogmatique et uniforme, compétences en chute libre. Moi, j'avais déjà remarqué ça il y a plus de... Allez, on va pas se vieillir, mais près de 20 ans à LCI, où j'avais arrêté de recruter des stagiaires venant de Sciences Po parce que inaptes au travail. Et puis ils se prennent pour je sais pas quoi. Inaptes au travail et avec les questions qu'on posait au moment du recrutement. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio France Inter? Qu'est-ce que vous lisez? Libération. Non mais c'est vrai. Alors qu'ils auraient écouté cette radio qui n'existait pas, on les prenait tout de suite. Mais c'est véridique. Et donc voilà, déjà à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était le cas. Donc, mais le lien, c'est qu'ils ont supprimé le concours. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que concours d'entrée, ils ont voulu ouvrir aux banlieues, etc. Ce qui est bien en soi. Ils gardent le concours. Ils gardent le concours, mais bien sûr, c'est le mérite. Il y a un cocktail à Sciences Po qui a été à la fois une ouverture marketing à des populations sans leur demander de concours. Deuxièmement, il faut le dire aussi, l'exigence de certaines copies en écriture inclusive. Et ça, lorsque c'est sorti, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai des amis qui étaient à Sciences Po, et qui n'étaient pas d'extrême gauche, les pauvres. On leur a imposé d'écrire en écriture inclusive sous peine d'avoir des points en moins.
Absolument. Et enfin, troisième point, la bascule récemment lors des récents blocages. J'ai été, on n'a pas été nombreux, mais j'ai été avec des anciens élèves de Sciences Po devant Sciences Po lorsqu'ils avaient bloqué, vous savez. Et en fait, j'ai été ahuri. C'est-à-dire, vous aviez littéralement un drapeau palestinien qui montait du haut du bâtiment jusqu'en bas du bâtiment, comme si on était sur un bâtiment officiel en fait de l'autorité palestinienne. Si vous voulez, quand vous envoyez ce message-là à des recruteurs, à un moment, c'est évident que vous ne pouvez pas vous dire que ces personnes-là pourraient être employées. À la rigueur, ils peuvent être employés dans des services annexes de la fac de Villetaneuse. Mais pas plus loin, quoi. Et puis ce qui me frappe à Sciences Po, c'est qu'on a l'impression que, c'est un peu comme à l'école d'ailleurs, il y a une espèce de valorisation de l'engagement avant d'avoir de la valorisation de la transmission. Je veux dire, à Sciences Po, normalement, ils doivent apprendre des choses, et plutôt que d'apprendre des visions du monde, enfin et de défendre des convictions. Sciences Po, c'est de la transmission du savoir. C'est comme l'école, c'est pas tous les jeunes, alors ça a des temps. Mais je dirais la même chose sur j'ai l'école. le droit d'avoir mon opinion. À 15 ans, ça commence. C'est l'âge d'ailleurs où on a souvent revendique cette opinion. Je veux juste répondre à Véronique qui me dit donc c'est de la discrimination. C'était de la discrimination pour leur orientation politique. Non, c'est pas de la discrimination. C'est un manque d'ouverture d'esprit. Et il y avait une sorte de formatage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un étudiant qui me disait je lis Le Monde, Le Parisien, Libération. Genre, systématiquement, c'était cette espèce c'était ce systématisme de ces jeunes que je recevais qui me disaient j'écoute France Inter, je lis Libération. C'était plus pour le côté obtus, c'est-à-dire non, je n'ouvre pas un autre journal qui me. Et Véronique, il faut savoir, Véronique, que recruter c'est une discrimination. Oui. Point final. Non, je veux dire, je discrimine à chaque fois que je recrute. Bah oui. Oui, vous faites un choix. Ben oui. Donc, on fait un choix. Je préfère dire qu'on fait un choix plutôt que discriminer. Alors, Benoît, vous aviez un coup de gueule. Oui, alors en fait, c'est pour voir un peu les conséquences très concrètes de cette folie fiscale et de cette instabilité politique. Alors, vous savez qu'il y a le célèbre économiste français dont on parle pas assez, qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui avait dit il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Et là, on voit vraiment que ces impôts qui vont porter beaucoup sur les entreprises vont avoir un impact direct sur la croissance et surtout sur la vie de chacun. Alors on le sait bien que beaucoup d'entreprises ont repoussé leurs projets d'investissement compte tenu du climat d'inquiétude politique. On voit que dans le projet de loi de finances 2025, il y a un mur de charges qui se dresse devant les entreprises. Je rappelle quand même que sur 20 milliards d'économies, d'augmentation d'impôts, eh bien, les entreprises en récoltent en quelque sorte les 3/4. Contribution exceptionnelle. Pour la petite histoire, LVMH va quand même payer à cause de cette taxe 700 millions de plus d'impôts. Enfin, je veux dire, c'est pas une paille. Fin d'un impôt qui est tout à fait injuste, qui est la CVAE, rachat d'actions, malus automobile, billet d'avion qui fait la taxe qui fait x3. Bref, les entreprises vont vraiment baver. Et on voit que, dans la presse, on voit un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'épanchent et qui disent, globalement, je vais tailler dans mes frais de fonctionnement. Donc, je vais être moins généreux avec mes salariés sur les dépenses de santé, je vais modérer les salaires, je vais certainement supprimer des postes, je vais pas baisser les prix, comme l'a dit le patron de Carrefour ce matin dans le Figaro. Je vais probablement faire des fermetures d'usines, je vais mettre des projets d'acquisition sur pause, je vais finalement pas autant recruter que je le pensais parce que très concrètement on va augmenter les charges qui vont peser notamment sur les bas salaires. Je rappelle quand même que le nombre de salariés au SMIC aujourd'hui c'est 17%. 17% des salariés aujourd'hui qui sont au SMIC, ils étaient 11% seulement en 2017. Bref, donc on va augmenter le coût du travail. Et donc la morale de l'histoire, c'est que quand on attaque les entreprises, finalement, on attaque en réalité toute la population française. Mais absolument. Parce que vous avez une augmentation des prix, moins d'emplois, évidemment moins de salaires pour tous. Donc il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Attaquer les entreprises, c'est finalement attaquer l'ensemble de la population française. Et donc, surtout un moment où on sait que la croissance est vraiment en panne, la croissance notamment européenne, notamment quand on regarde ce qui se passe en Asie et aux États-Unis, on est en retard. Et je crois qu'il faut au contraire remettre du carburant plutôt que d'en enlever, ce qui aura donc des conséquences dramatiques sur nous tous. Mais là, on revient un petit peu à ce que disait François en début d'émission à propos du nucléaire où on s'est planté, où on n'a pas vu les conséquences, où l'Union européenne. Et là, c'est pareil. Je veux dire, vous le dites, ça paraît être une évidence. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais le bon sens, c'est pas toujours parti. C'est semblable. Alors, Sophie, pardon, François. C'est semblable au choc Fillon de 2012. On l'a fait, il y a un effet récessif. Et l'OCDE a calculé qu'en fait, le gouvernement n'a pas tenu compte de l'effet récessif de ces augmentations d'impôts. Vous avez raison. Dans le budget a prévu un certain taux de croissance et l'OCDE a dit, mais non, si on met tous ces impôts, on n'obtiendra pas cette croissance. En théorie, on a 1% de taux de croissance. Effectivement, avec les effets récessifs, on risque d'être finalement aux alentours de zéro.
Sophie. Alors, si vous permettez, c'est encore plus grave que ça, parce que c'est les fondamentaux qui sont atteints. Ce sont des gens... Pardon, ils connaissent pas les entreprises, ils ne les voient pas, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont aucun sens du concret. Donc, et bien pire que ça, non seulement ils savent pas, mais ils sont en train de faire des programmations fiscales selon leur parti politique. C'est-à-dire que s'il y a une bonne idée, le parti d'en face ne l'adoptera pas, même s'il pense que c'est une bonne idée. Donc moi, je suis très atteinte par ça, parce que l'intérêt général a disparu. Il y a ceux qui, par philosophie, veulent augmenter les impôts parce qu'il y a du fric derrière. Je passe évidemment le 440, les dividendes, etc. On a un vrai problème, et je crois que c'est quasi un problème moral. Il faudrait faire une vraie pédagogie, y compris d'ailleurs celle de nos politiques, et nous y employons, y compris avec contribuables associés. Et éthique. Et éthique, bien sûr. Ouais. On a même pris des pages dans les journaux en expliquant qu'il fallait arrêter de taper sur les entreprises. Les PME, l'augmentation du SMIC, on pourrait croire que c'est très sympathique. Pas du tout. Ça déséquilibre toute l'échelle des salaires. Ceux qui sont juste au-dessus ne comprennent pas pourquoi on les augmente pas. On est dans un délire complet. Donc il faut faire une pédagogie, et ça c'est aux entreprises. C'est elles qui ont la solution. Et il faudrait, messieurs les ministres, dès que vous allez prendre une décision... Et mesdames. Oui, c'est vrai. Là, j'étais en train de penser à Bercy. Il faut convoquer 10 patrons, PME, moyens, grands, 10 patrons que vous connaissez pas, on le dira pas à la presse. Leur dire que bon, je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, vous allez avoir immédiatement, ils ont les réponses avec du bon sens. Allez, il faut marquer une pause. C'est-à-dire idéologie avant la réalité. Oui, on va poursuivre dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Alors on continue, on n'a pas fini notre tour de table, mais chacun des sujets qu'on a évoqués font partie de l'actualité évidemment. Et vous vouliez revenir, Jonas Haddad, sur ce qui va se passer dans les mois à venir, qui va être assez terrifiant et qui a commencé, on l'a vu avec Michelin. Oui, mon coup de gueule, ça porte sur le retour des plans sociaux. On peut mettre à l'actif du gouvernement Macron, par exemple, qu'on avait quasiment, et en tout cas c'est un objectif louable, atteint le plein emploi, mais la réalité c'est que la multiplication des faillites d'entreprises va multiplier le chômage, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'emploi magique. Les emplois sont créés par les entreprises. Donc, il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte, il y a moins d'emplois. 2 raisons à ça. La première raison, c'est évidemment les PGE qui arrivent à expiration, puisqu'on a eu beaucoup de PGE à l'occasion du Covid. Et en France, c'est aux alentours de 5 ans pour lesquels les PGE ont été contractés. La difficulté, c'est que dans d'autres pays, les PGE ont été contractés pour 10 ans, 30 ans. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui sont face à des échéances qu'ils ne peuvent pas rembourser. Deuxième raison, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus structurel, ça concerne le prix de l'électricité. Il y a encore eu des statistiques récentes qui sont sorties, dans lesquelles il est bien démontré qu'en comparaison, même aux États-Unis, nous sommes parmi les pays dans lesquels l'électricité est devenue la plus chère, alors qu'en réalité nous avions un des pays dans lequel l'électricité était la moins chère. Résultat et conséquence du fait qu'on a sabordé notre système nucléaire. Et donc, assez logiquement, et il n'y a pas de surprise là-dedans, Michelin avait dit, si on continue à avoir une énergie aussi chère, je serai obligé de fermer un certain nombre d'usines. Et donc les promesses arrivent et malheureusement les emplois sont détruits. Mais attention, là je parle de Michelin, mais je pourrais parler d'autres secteurs. Je pourrais parler du secteur de la restauration, je pourrais parler du secteur du BTP, je pourrais parler du secteur du textile, dans lequel effectivement l'impact du prix de l'énergie est en train potentiellement de sacrifier des entreprises et donc des emplois. Et donc, énorme. Il faut bien qu'on ait conscience qu'aujourd'hui nous sommes revenus au niveau, je répète pour que les auditeurs soient bien au courant, nous sommes revenus au niveau de faillite d'avant Covid. Donc on a eu des entreprises, entre guillemets, zombies, qui ont tenu jusqu'après le Covid, et là on revient à des plans sociaux. C'est triste parce que si vous voulez, on avait toujours dit le problème majeur de la France et le fait qu'on est structurellement en déficit, c'est le problème du chômage, qui est un problème endémique. Et moi, je crains qu'on retrouve ce problème endémique qui commence à revenir. François, sur l'électricité, c'est pas à cause du nucléaire, c'est la fixation du prix européen de l'électricité. On a les mêmes centrales qu'il y a 5 ans, on a les mêmes éoliennes. Le coût de production de l'électricité en France est le même qu'en 2019, mais la façon dont est calculé le prix européen nous défavorise. Et pourquoi ? Parce qu'il a été fait pour
avantager les Allemands et réduire l'écart avec l'Allemagne. C'est ça le problème. Ouais. Mais il n'y a aucune raison qu'on paye l'électricité, enfin que les entreprises la payent 3 fois plus cher qu'en 2019, ce qui est le cas. Et on réindustrialise pas le pays, vous avez tout à fait raison, avec un coût de l'électricité pareil. C'est pas possible. Ouais. Bon, mon libraire m'a raconté que sa facture d'électricité est passée de 7 000 € à 36 000 €. Voilà. Mais donc c'est les conséquences très concrètes de choix politiques qui sont en train, mais il faut le dire, vraiment de tuer des entreprises. Oui. C'est-à-dire que cette absence de courage qu'ont eu d'autres pays d'ailleurs, et je préciserai que ce n'est pas une obligation par les traités. Non, nous ne sommes liés par aucun traité pour la possibilité de sortir de ce marché-là. Évidemment, à des conditions de négociation, mais on peut parfaitement en sortir. Il ne faut pas confondre le marché et les prix. On reste dans le marché européen, c'est-à-dire qu'on échange l'électricité avec les voisins, on l'a toujours fait d'ailleurs, mais c'est le mode de calcul du prix dont il faut effectivement sortir. Mais parce que la France ne se bat pas pour changer Parce que le président de la République a choisi de ne pas se battre. Exactement. Avec l'Allemagne en tout cas. Avec l'Allemagne, exactement, c'est là le problème. Il se bat pour Émilie in Paris, donc il ne peut pas faire les deux en même temps. Non, ça c'est pas très gentil, surtout que c'est Brigitte qui se bat pour Émilie in Paris, mais il a choisi de ne pas se battre à cause de l'Allemagne, et je voudrais témoigner ici, il y a Loïc Le Floch-Prigent qui dirige la branche industrie high-tech, qui s'est battu non-stop, qui a des usines lui-même, il en a 3, et qui, j'ai même téléphoné pour lui à Le Maire en disant, écoutez, si vous téléphonez pas à EDF pour qu'il renégocie son contrat, l'usine ferme. Eh bien, le ministre, son prénom, le maire, Bruno Le Maire, pardon. Bruno Le Maire a téléphoné à EDF en disant, est-ce que vous pouvez revoir, EDF est arrivé, ils ont dit oui, et ils n'ont jamais baissé le prix. Alors, il y a un vrai problème, et on est en train de nous parler toute la journée de réindustrialisation. Ouais. Aujourd'hui, en France, il faut être clair, on met 3 ans et demi pour avoir une usine, c'est 9 mois en Allemagne. On n'a pas de gens pour travailler dans les usines. Il faudrait un tout petit peu penser à la façon dont on étudie l'immigration aussi, excusez-moi. On n'a pas de gens pour travailler dans les usines. On a un prix de l'électricité qui est insupportable. Et il faut arrêter de nous dire il y a des licenciements dans les usines en ce moment. Mais comment tu veux faire ? Bah oui, mais si vous dites qu'il n'y a pas de gens pour travailler dans les usines, il y a bien des gens qui sont en train ça dépend. Il y a des usines qui ferment, mais quand on veut recruter, par exemple, un type qui a plusieurs usines à l'étranger, qui veut en acheter une en France, il peut pas. C'est très compliqué. Et d'autant plus que, sachant que dans les usines, le prix des ouvriers, c'est le SMIC ou un tout petit peu au-dessus s'ils sont qualifiés, mais que aujourd'hui, il est incitatif de rester au chômage. Et c'est pas une critique vis-à-vis de ceux qui... c'est pas une critique. Visiblement. Non, c'est pas ce qui se passe. Ils disent n'importe quoi, tout et son contraire le lendemain. Ouais, bon. Sur l'industrie, en fait, on a les solutions. Hein. Je veux dire, les solutions, elles sont simples. Hein. C'est effectivement accentuer la robotisation, parce qu'en fait, on est très en retard par rapport notamment à l'Allemagne sur la robotisation. Les entreprises n'ont pas assez investi dedans. Et d'ailleurs, il y a un plan, alors pourquoi on n'en parle pas assez, du fameux plan France 2030 qui avait été décidé par Emmanuel Macron il y a quelques années, je crois que c'est en 2021, et qui prévoyait notamment pas mal d'investissements dans des nouvelles technologies pour justement que les entreprises françaises puissent être au niveau, et évidemment l'IA, et je crois que ce budget va être malheureusement renié. C'est dommage, parce que là, c'est pour le coup un véritable investissement d'avenir. Deuxième point, le coût du travail, on en a parlé. Et puis l'autre sujet dont on parle, je crois pas assez, c'est les compétences. Quand vous parlez à des chefs d'entreprise notamment dans le domaine industriel, ils vous disent très simplement que l'éducation ne pourvoit pas à leurs besoins. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils ont besoin de compétences, et l'éducation nationale ne sort pas des compétences qui sont en adéquation avec leurs besoins. Donc ça, c'est un vrai sujet. Dernier sujet, c'est effectivement, pour demain, vous pouvez avoir toutes les usines du monde, il faudra bien des gens dedans, et je crois qu'il faut aussi poser le sujet de la politique de natalité en France, parce que sans enfants, ça sera de toute façon c'est assez simple. On va donner un mois de vacances aux pères pour qu'ils aient envie de faire des enfants. Il faut la natalité, mais il faudra faire des enfants qui ont envie de travailler aussi. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais pour qu'ils aient envie de travailler. Les enfants télétravaillent. Pour qu'ils aient envie de travailler, il faut aussi leur donner le goût du travail, et dire qu'il y a des boulots qui sont passionnants. Non, mais je crois que psychologiquement, c'est là qu'on doit travailler, et individuellement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons avancer un petit peu dans notre sommaire. Parlons donc de cette annonce faite par Laurent Wauquiez. Vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est Laurent Wauquiez, qui n'est pas ministre, qui a annoncé que toutes les retraites seront revalorisées de la moitié de l'inflation au 1er janvier. C'était hier aux 20h de TF1. Donc il y aura bien une revalorisation, je le cite, des retraites dès le
1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation. Alors, vous qui êtes pour une retraite, alors il donne un exemple. Pour une retraitée aide-soignante qui touche 1 000 € de retraite par mois, ça va représenter un gain sur l'année de 200 €. Donc déjà, peut-être commençons sur la forme. Pourquoi Laurent Wauquiez, qui est un peu plus politique peut-être, il est député, il n'est pas ministre de l'économie. Oui, mais c'est quoi? C'est un gage qui lui est donné? Non, mais disons que Valérie, je crois qu'il vous a échappé, et il n'a échappé à personne, que le gouvernement actuel est composé vraiment d'une majorité qui on appelle le socle commun, dans lequel le centre de gravité est beaucoup plus au Parlement qu'avant. C'est pas un gouvernement qui est un exécutif totalement à disposition du président de la République. Et en fait, c'est sûr que dans ce momentum-là, les groupes parlementaires ont beaucoup plus de force et de puissance. Et donc là, il y a dû avoir un budget qui a été construit en 2 semaines. Moi, je trouve pas ça incroyable, et même au contraire, que ce soit un des groupes qui annonce ce sujet. Je rappelle d'ailleurs que c'était, en fait, entre guillemets, une des lignes rouges, justement, de ce groupe des Républicains qui avait dit... Nous sommes d'accord évidemment pour ce budget, nous sommes d'accord pour soutenir Barnier, mais on veut faire des économies, ça c'était une de leurs demandes, mais ne faites pas les économies sur le dos des retraités. Voilà. Alors le problème de ce gouvernement, qui est toujours le même, il n'y a pas des retraités. Il y a des retraités de tous les niveaux. Il y a une catégorie de retraités qui passent leur vie en voyage et en groupe de retraités pour se balader à travers le monde. Non mais attends, c'est pas cela. Le problème, c'est qu'on est incapable de différencier parce que c'est la discrimination. Donc il faut différencier. Moi je prétends pour les retraites par exemple que quand on a bossé sur un toit depuis l'âge de 16 ans, on a le droit de partir à 40 ans à la retraite. Et je pense qu'il faut absolument faire une retraite à points et une retraite à la pénibilité. La pénibilité, il n'y a personne, enfin, dans un gouvernement qui se veut ou socialiste ou même humain. Comment est-ce qu'on ne parle pas de la pénibilité? Mais c'était un échéancier, mais tout le monde dit qu'il y a un job pénible, c'est ça le problème. Mais là, pardon, les syndicats disent que tout le monde a un job pénible. Mais là, il y a des moyens maintenant de calculer. Excusez-moi Sophie, mais ça a été précisé hier, et je pense que là, pour le coup, on peut rendre... Voilà, ce qui est réel, c'est que ça concerne les 44% des retraites les plus basses. Les plus basses, mais c'est beaucoup 44%. Oui, et attendez, et c'est beaucoup, mais attendez, ça ne concerne que la moitié de l'inflation. Bien sûr. Donc, je veux dire, franchement, c'est pas non plus vu que c'est des gens qui ont. Mais en revanche, ça, c'est le corollaire immédiat et qui a été évoqué hier par Wauquiez et qui va, à mon sens, dans le bon sens, c'est de faire en sorte de fusionner ou de supprimer. C'est quelque chose qui était attendu depuis des années. Les agences qui ne servent à rien, parce que non seulement ces agences, elles coûtent de l'argent, mais en plus elles mettent beaucoup d'inertie dans le système économique, parce qu'à chaque fois vous avez besoin de l'autorisation de l'agence produit des normes, et donc en fait cette bureaucratie, ça doit être l'alpha. Toutes les agences, là, on change de sujet. Non, les deux sont liés hier, c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Ils ont dit on va faire de l'économie sur ces agences-là, en contrepartie du fait qu'on augmente cela. Mais les ARP, tout ça aussi sont compris. Quelles agences? Il n'y a pas la liste précise qui a été donnée hier, mais voilà. Parce que je suis tout à fait d'accord pour supprimer les agences. Pas moi, lui, ça va être les autres. Voilà. Et puis de toute façon, qui décide? Parce que personne ne voudra au dernier moment. Benoît Perrin, sur cette annonce qui va coûter quand même 800 millions et 1 milliard. Bon, alors déjà, effectivement, surprise, ce soit pas un ministre qui annonce, je crois que j'ai jamais vu. Pas très vieux, mais enfin, bon, j'ai jamais vu le chef d'un parti. Oui, mais la configuration est unique. Je suis d'accord, mais en tout cas, j'ai jamais vu. Je ne sais pas comment va prendre cette annonce les membres du gouvernement, mais moi, je le vivrais vraiment comme une humiliation. Deuxième point, sur le fond. Je comprends pas bien quand il dit qu'effectivement on va faire 1 milliard d'économies ailleurs. Bon, c'est pas le même budget. On parle d'un côté du budget de la sécurité sociale et de l'autre côté le budget de l'État. Donc déjà, il mélange des comptabilités. Je comprends pas comment il arrive à comparer ce qui, à mon sens, n'est pas tout à fait comparable. Troisièmement, et c'est le plus important, sur le sujet des retraites, qui est un sujet évidemment très sensible parce que c'est très politiquement incorrect de s'attaquer effectivement à cette partie de la population qui, je le répète quand même, vote à peu près à 80%, ce qui est donc du coup énorme. Donc ils ont un vrai poids, poids électoral. Le sujet, c'est que les retraites, c'est quand même, et ça il faut le rappeler, c'est à l'origine, en tout cas le déficit des retraites, c'est à l'origine de 50% du déficit français. La moitié, il faut le répéter, la moitié du déficit. Du montant total de la dette française, ce sont les retraites. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les retraites, ils ont une partie subvention qui est donnée par l'État d'à peu près 70 milliards. Le déficit français, c'est de 150 milliards, donc voilà, le rapport est vite fait. Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que même si évidemment qu'il faut protéger les petites retraites, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est finalement, au final, est-ce qu'on va faire des économies? Parce que le sujet central, c'est quand même les économies. Les retraites, c'est à peu près 25% de la dépense publique.
Donc moi, je voudrais bien qu'on m'explique si parce que pas là-dessus qu'il faut commencer à faire des économies. Je dis pas qu'il faut commencer là-dessus. Je dis juste que c'est un point central pour faire des économies. Le point et si on fait pas d'économies là-dessus, c'est de travailler longtemps. Ça, on est d'accord. Ça, on est 1000 fois d'accord. Je dis juste que, à force en fait de supprimer les pistes d'économie, eh ben il y aura plus d'économies. Voilà, il y aura que des hausses d'impôts. Petite remarque que je vois, il y a environ 180 000 retraités à la SNCF. La subvention du contribuable au régime spécial de retraite est de 3,2 milliards par an, soit environ 18 000 euros de subvention publique par retraité SNCF par an. C'est 60% du régime. 18 000. Chaque Français paie effectivement. 1 500 euros par mois. Ouais. Alors, non, mais ce qui est incroyable dans cette histoire effectivement de retraite des fonctionnaires de la SNCF, c'est que le système repose sur 60% de subventions d'État. Donc c'est les fameux 3 milliards dont vous parlez. Eh oui. Donc je veux dire, le système, qui pourra, moi c'est ça qui me fascine, qui pourra réformer ça? Parce que même si faut un type très courageux, mais il sera à l'échafaud tout de suite. Comment on fait? On le sait, ils le savent. Mais faut quelqu'un qui n'a rien à perdre, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Là, on avait un Premier ministre qui n'avait rien à perdre. Oui. Et pour le coup, c'est dommage qu'ils ne nous embarquent pas sur des... Il faut être prêt, nous, à se taper 3 mois de grève. Ouais. Il faut qu'on soit capable de se taper 3 mois de grève. Sur l'annonce quand même de Wauquiez, vous en pensez quoi? Effectivement, c'est une première qu'un non-ministre annonce une bonne nouvelle à la télévision aux 20h de TF1. C'est un cadeau magnifique que Barnier a fait à Wauquiez. Mais c'est la base électorale des LR. Hein. Les LR n'ont pas beaucoup de voix. Et c'est de Macron. Exactement, de Macron et des LR, les plus de 60 ans. Mais c'est un peu étonnant. Et donc, sur le fond, oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est les petites retraites, c'est bien. Mais effectivement, au moment où on cherche des économies, c'est pas une économie du tout. Bah non. C'est pas une économie. On va changer de sujet. Je voudrais qu'on parle donc de ce choc des savoirs, absolument. Donc avec un brevet qui sera, il faudra l'avoir aujourd'hui. C'est vrai que c'est cette espèce de formalité. Ça sert pas à grand chose. Vous l'avez eu le brevet tous? Oui. Sophie? On disait le BEPS. Oui, je l'ai pas passé. Vous l'avez pas passé? Non. Vous avez quitté l'école à 14 ans? Non, mais c'était pas le BEPC, c'était pas obligatoire. C'est vrai. Et j'ai passé mon bac. J'ai pas passé le brevet. Alors, c'était un peu méprisant de la part de mes parents. Bon, je veux relancer l'ascenseur scolaire, a déclaré la ministre de l'Éducation. Donc elle veut qu'effectivement il faut une compétition, ça fait bosser les mômes. Après la 3e, il y ait un examen, examen qui sera obligatoire pour passer en seconde. Si vous ne le réussissez pas, vous aurez soit la possibilité de faire un CAP, soit une classe de transition. Donc bonne chose, pas bonne chose. Pas bonne chose pour la transition. Et peut-être qu'il faut aussi s'adapter avant au CM2. C'est une façon, sans le dire, d'essayer de remettre en cause un peu le collège unique. Ouais. C'est ça. Mais parce qu'il y a des enfants qui arrivent en seconde et qui n'ont pas le niveau pour être en seconde. Ouais. C'est ce qu'avait commencé Attal. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Et avec les groupes de niveau qu'on n'appelle plus groupes de niveau parce que c'est Madame Belloubet voulait pas, ça va dans le bon sens. La seule chose qui me fait tiquer, c'est que j'ai entendu qu'il y avait une épreuve anticipée de maths. Obligatoire. Ça veut dire en clair qu'il y aura plus de maths en terminale. Et vu le niveau des Français en maths, mais non, c'est comme le français. À partir du moment où les élèves ont eu leur examen final fin de première, en terminale, ils s'en foutent des maths. Mais c'est les maths pour tout le monde, c'est ça qui est. Oui, c'est-à-dire que ceux qui auront une option maths continueront à faire des maths en terminale. Mais les autres seront obligés. Donc il n'y aura pas maths en terminale. En clair, c'est ça que ça veut dire. C'est dramatique. Mais le problème du ministère de l'Éducation, c'est qu'il manque de profs de maths, cruellement. Donc pas assez de profs de maths. Exactement. Les différences de salaire sont terres qui vont rentrer. Je signale à cette occasion que Nicolas Sarkozy avait mis le doigt dessus quand même hier. Nous avons quand même les professeurs qui travaillons le moins en Europe. Alors, bon, il manquait pas d'humour parce qu'on dit oui, mais il prépare les cours. Il dit oui pour la maternelle. Effectivement, ça prend pas mal de temps. Mais bon, il a ricané un peu. Mais c'est vrai aussi que les professeurs préparent quand même le même cours quand on est professeur. Et que, non mais le temps, il faut aujourd'hui être enseignant, c'est quand même un sacerdoce. Je suis d'accord. C'est quand même un enfer. J'ai été prof un an. Oui, mais vous avez été prof il y a quelques années, chère Sophie. Oui, mais c'était un sacerdoce. Sans vouloir. Oui, mais aujourd'hui, je crois que vous ne tiendriez pas 5 minutes dans une classe. C'est pas sûr. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis d'accord il faut les payer mieux et les faire travailler un peu plus. On aura plus de profs de maths. C'est ce qu'a fait Attal avec le pacte. C'est ça le pacte. Mais ce que je comprends pas sur les maths, c'est-à-dire que si je suis dans une filière littéraire, je vais devoir passer
un bac de maths en première. Non, c'est pas bien. Si, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a plus de filière littéraire maintenant. Oui, bon, pardon. Non, mais il n'y a plus de filière maths ou littéraire maintenant. C'est avec des blocs d'options. Des blocs dans tous les sens. Jonas Haddad. Il m'a été donné de travailler pendant plusieurs années avec un ministre de l'Éducation nationale. En fait, les causes de la dégringolade de notre éducation nationale, elles sont connues. D'accord ? Tous les ans, on perd des places au classement PISA. La réalité, c'est que quand on regarde les systèmes asiatiques qui fonctionnent le mieux, c'est des profs qui sont mieux payés, avec l'autonomie des établissements qui n'est toujours pas réalisée dans notre pays. Ça veut donc dire, et pardon d'être aussi cru, c'est qu'on envoie une jeune prof qui vient de sortir de l'école de formation dans le 93, qui a beaucoup de mal à faire tenir une classe, versus les bons profs qui arrivent dans le sud de la France ou à Henri IV et Louis le Grand. Donc ça, c'est notre première difficulté. On peut mettre le choc des savoirs, le boom des connaissances ou l'explosion du knowledge, ça aura les mêmes conséquences. Troisièmement, et ça c'est le vrai sujet, et même si j'ai apprécié l'intervention de Nicolas Sarkozy cette semaine, il y a quelque chose qu'on n'a pas remis en cause, il faut le dire, c'est le traitement particulier pour ceux qui ont eu l'agrégation. Je suis désolé, c'est pas parce que quelqu'un a passé un concours jeune et qu'il a réussi un concours qui est prestigieux qu'il doit travailler 2 fois moins que ses collègues. Donc c'est une réalité aujourd'hui. 2 heures de moins. Et l'agrégation, ça concerne combien d'enseignants ? Oui, ça concerne beaucoup. Ça concerne beaucoup de personnes. Et deuxièmement, effectivement, comme on l'a dit, il n'y a pas de préparation qui est beaucoup plus intensive pour ceux qui sont dans l'agrégation. Donc, et les mises à disposition, puisqu'on a des dizaines, je dis bien pour nos auditeurs qui comprennent bien, on a des dizaines de milliers de professeurs qui sont aujourd'hui à disposition, c'est-à-dire qui ne travaillent pas au sein de l'Éducation nationale pour 1 million d'employés. Je donne souvent cet exemple parce que pour que les gens se remémorent bien, l'éducation nationale française, dans le monde, c'est la 3e organisation publique, derrière l'armée rouge chinoise et les chemins de fer indiens. Voilà. Donc, et on a des résultats qui dégringolent. Donc, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'effectifs, c'est une question de mise sous tension et de mobilisation d'organisation des effectifs qui existent déjà. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais l'agrégation, vous voyez, c'est 400. C'est marrant parce que j'ai tapé combien d'agres et on me met combien d'agressions. On me propose Google. Et non pas combien d'agrégations. Il vous connaît. Voilà. Et donc, c'est 500, en gros, c'est 500 agrégés par an. Donc, c'est pas non plus. Oui, mais c'est les meilleurs profs. Enfin, je veux dire, vous savez, comme on dit, par la tête. Mais commençons au primaire, commençons déjà aussi à ce que les enfants sachent lire, écrire et compter quand ils arrivent en 6e. Quand vous voyez, je crois que le chiffre, je l'ai plus en tête, il est phénoménal. Donc le brevet, c'est déjà un peu tard même pour agir, pour faire ce contrôle. Il faut intervenir avant. CP. Vous savez qu'il y a des statistiques européennes qui démontrent ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire que les personnes qui ont des difficultés, qui ne savent ni déchiffrer ni lire, et en fait ces personnes-là sont exactement la même statistique de ceux qui sortent sans emploi après 16 ans et sans aucune qualification. C'est totalement aligné. On va marquer une pause de pub et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. Sud Radio, votre avis fait la différence. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Quelques mots. Vous voulez réagir, Benoît Perrin, encore sur le système scolaire ou pas ? Ah oui, alors moi je suis assez radical, je vais faire bondir beaucoup d'auditeurs, mais je pense qu'on devrait limiter en fait les enseignements obligatoires justement à faire en sorte que les enfants sachent lire, compter. Oui, je suis d'accord avec vous. Et écrire de façon excellente. Parce qu'en fait, quand vous maîtrisez ces savoirs, après, vous pouvez tout apprendre. Et après, pour le reste, je pense qu'il faudrait laisser presque de la liberté aux chefs d'établissement, aux parents, pourquoi pas même aux élèves, de s'inscrire dans d'autres matières. Je vois pas au nom de quoi la géographie serait supérieure, par exemple, par principe, à la comptabilité. Je vois pas pourquoi telle ou telle matière serait supérieure à une autre. Moi, je pense qu'il faut vraiment laisser de la liberté et je préfère avoir des génies en électronique, en jardinage, en plomberie, plutôt que d'avoir des générations d'élèves qui sortent d'école sans savoir lire 3 mots en langue étrangère, en ayant très peu une espèce de vernis de culture générale, et finalement sans avoir les bases. De toute façon, il parle donc je pense qu'il faut vraiment, je crois, revenir aux fondamentaux. Et là, pour le coup, on essaie un peu d'y revenir. Mais exactement. Mais on sait aussi que la réussite. Je discutais avec Kevin Bossuet, qui est prof d'histoire géo. Je lui disais, mais la géographie telle qu'on l'a apprise, ça n'existe plus. C'est-à-dire les fleuves, les villes, les affluents. Enfin, aujourd'hui, c'est les mouvements de population. Ce sont des choses qui n'ont pas justement de concret. Ce n'est pas concret. Et ce qui est surréaliste, c'est aussi ce qu'on appelle les examens nationaux. J'ai des enfants qui sont en l'occurrence un qui est en CM1 et je regardais le niveau et en fait je vois qu'il a
très très bon partout. C'est un bon, enfin il est en CM1. Hein. Et je dis à tes copains, on a tous des étoiles, ça, des notes extrêmement bonnes. Et je me suis procuré les examens nationaux du niveau CM2, donc un an après, et je le montre à mon fils en disant, mais est-ce que, il était en mesure d'en faire la moitié. Enfin, je veux dire, c'est un sketch, ces histoires d'évaluation. Donc en fait, pour masquer le fait que le niveau s'effondre, naturellement, on fait baisser le niveau des examens. C'est pas les profs de fac qui vous diront le contraire. Il faudrait que les professeurs ne fassent pas de fautes d'orthographe dans les livrets. Moi, je trouve ça intolérable de voir des fautes de français, des fautes d'orthographe dans les reports, dans les carnets scolaires. Voilà. C'est inadmissible. Il faut écrire immédiatement au directeur de l'école pour qu'il fasse cesser ça. Et si les députés pouvaient aussi apprendre à parler français, ce serait bien pour certains d'entre eux. Les députés LFI demandent l'annulation du match France-Israël. Ça vient de tomber. C'est Mathilde Panot qui dit « Nous demandons à ce que le match qui a lieu jeudi entre la France et Israël soit annulé ». Elle a tenu une conférence de presse à l'Assemblée nationale sur le sujet. Je voulais juste préciser, parce qu'on a évoqué le sujet hier, très peu de journalistes, en tout cas, l'ont repris, mais c'est une enquête du Télégraphe qui explique que les événements qui ont eu lieu à Amsterdam en fait était totalement préparé, c'est-à-dire que ça invalide totalement la thèse d'une réaction spontanée et violente suite à des provocations de supporters qui auraient eu des propos contre la Palestine. En fait, l'attaque des fans des deux clubs était bien planifié à l'avance par des militants se clamant pro-palestiniens, coordonnés via WhatsApp et Telegram. Les journalistes de Télégraphe ont pu lire certains des messages, comme « Demain après le match, dans la nuit, deuxième partie de la chasse aux Juifs, demain on se les fait », etc. Les Juifs, ils sont qualifiés de cancer dog, et hier encore à Amsterdam, un tramway a été incendié, donc ce n'est pas une réponse. Ce n'était pas une réponse, mais voilà, l'interdiction du match, donc demandée par la France Insoumise. Hier, Alex Armand disait c'est un match de foot, ce n'est pas les Juifs contre les catholiques. C'est une nation. C'est du Israël. racisme, ça, ce qu'elle a demandé. C'est une nation, Israël. Donc elle a demandé une interdiction raciste. C'est mettre de l'huile sur le feu. Absolument. Et je pense qu'il y a une véritable obsession, et je vais nommer les gens qui sont à l'origine de ça, évidemment Mélenchon, Aymeric Caron, Thomas Portes. Ces gens-là sont totalement obsédés par le rapport. J'ai eu à débattre avec eux. Deuxièmement, je les ai pas entendus demander l'interdiction du match France-Iran, dans lequel des femmes sont lapidées dans certains pays comme l'Iran, dans lequel les homosexuels sont jetés par la fenêtre. Enfin, faut quand même le dire. Je n'ai pas entendu demander l'interdiction de matchs de pays qui sont des dictatures absolues. Et là, ils sont totalement obsédés par cette question-là. Deuxièmement, je ne les ai pas entendus. Et regardez, prenons un instant ce qui s'est passé à Amsterdam. Imaginons un instant, et qu'à Dieu ne plaise, que les supporters qui auraient subi ces agissements-là aient été musulmans. Ouais. Et qu'on ait jeté des musulmans en leur disant « dis que tu n'es pas musulman » et on les ait jetés dans un fleuve. Mais est-ce que vous pensez un instant que ces personnes-là auraient dit « oui, mais c'était des provocations » et j'en terminerai par là, étant moi-même amateur de foot. Ouais. Vous allez dans n'importe quel match, bien évidemment que les hooligans insultent et provoquent. Enfin, je veux dire, c'est la base. Sauf que je n'ai jamais vu, à chaque sortie de match de foot, des gens se faire poursuivre parce que ce sont des hooligans d'un autre match, en leur demandant leur religion, en les tabassant. Et il n'y a aucun supporter, par exemple du Paris Saint-Germain ou de Marseille, qui ne s'est pas fait tabasser en disant non, t'inquiète pas, je ne suis pas catholique. Ouais, donc on voit absolument que c'est dirigé en raison de la confession des personnes. Et ce oui mais en permanence est en réalité, pour le coup, enfin franchement, moi je veux pas atteindre le point Godwin et dire qu'on est dans les heures les plus sombres de l'histoire. Objectivement, je ne vois pas ce qui différencie aujourd'hui la LFI des collabos de l'époque. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'ils tolèrent des politiques ou des agissements racistes uniquement parce qu'ils sont du côté de ceux qui mettre frappent. Un bémol, et Dieu sait si je partage. D'ailleurs, vous avez dit à Dieu une place, et moi je dis Dieu sait, on est mal parti. Et si je partage absolument tout ce que vous avez dit, toutefois, c'est la guerre. Et je crois que les guerres, il y a des camps et qu'on a importé cette guerre en France. Et j'espère presque que c'est ça, que c'est moins de l'antisémitisme qu'à côté de défense, effectivement, de la bande de Gaza, qu'on ne peut que plaindre, parce que c'est quand même horrible. Donc peut-être qu'il y a aussi, on peut pas s'imaginer, les gens ont envie de guerre gentille, etc. Pourquoi ne se positionne-t-il pas sur les autres guerres de la planète? Quand même, l'Ukraine et la Russie, alors moins. Personne n'a demandé l'interdiction du match France-Ukraine.
Ni de France-Russie, ni de France-Iran. Ce qui se passe en Iran est épouvantable. Non, je sais, j'essaie de trouver. Ni France-Arabie Saoudite. Alors, Benoît Perrin. Juste un mot. Je pense que c'est, alors pour le coup, pour faire le lien avec l'école, je pense que le sport, ça doit être sanctuarisé, c'est-à-dire très concrètement, pas de politique dans le sport. Il y a eu un bon moment, il y a eu un mauvais moment durant les JO, un bon moment. Le mauvais moment, c'est quand on a voulu justement faire entrer la politique, notamment, vous le savez, dans cette fameuse cérémonie d'ouverture, où là, en fait, on s'est déchiré alors qu'on était censé quand même, à mon avis, insister plus sur les points communs qu'autre chose. Et les bons moments, c'est par définition simplement quand on s'est contenté des exploits sportifs. Donc, pas de politique dans les stades. Ouais. On est d'accord. François ? Oui, je suis d'accord, mais de la part des Insoumis, ça vient de loin. Hein. Ça vient des remarques de Mélenchon sur le grand rabbin de Londres qui avait causé la défaite de Corbyn. On l'accepte ou pas, il parle, donc on n'a pas à l'accepter. Moi, je pense qu'il faut le virer d'où, le virer de l'Assemblée nationale. Il n'y est pas. Oui, mais non, mais objectivement, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais je ne vois pas pourquoi on tolère des politiques. Personne ne tolérait des politiques qui soient ouvertement nazis. Mais juste, j'ai un auditeur qui me dit les journalistes commandent ce qu'ils veulent, mais ils disent rien sur les sifflets des supporters israéliens, en fait, pendant la minute de silence pour les morts à Valence. Et alors, il faut faire quoi, Bernard ? Il faut aller les lyncher ? Il faut aller les lyncher. Bien sûr qu'il y a des choses abominables qui sont faites, qu'on ne peut pas tolérer. Mais vous êtes en train de me dire, j'ai vu ça depuis hier, vous êtes en train de dire que parce qu'il y a eu des sifflets ou parce qu'il y a eu des cris anti-palestiniens, il faut lyncher ces gens. C'est ce qu'on a vu. On les a vus. Certains sont dans des états très sérieux. Moi, je veux bien tout, mais pas à l'Assemblée nationale. Ouais. Je veux que LFI à l'Assemblée nationale, ça mérite de se poser la question. Il y a des gens qui ne doivent plus être parlementaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez juste à Amsterdam, la maire d'Amsterdam qui annonce qu'elle tiendra demain une réunion d'urgence avec les représentants des mosquées de la ville pour tenter de mettre fin aux pogroms et aux émeutes de la ville. Voilà où on en est aujourd'hui. Dans un instant, merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui est là, qui remplace André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons